Bonjour et bienvenue dans le podcast Parlons Paix, Parlons Bien. Ce projet est initié par le collectif Peacemaker, dont l'objectif est de promouvoir la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Le concept du podcast est de créer un pont entre deux univers en apparence différents afin d'échanger sur le thème de la paix et de ses outils. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet à la fois intime et universel, le lien entre la paix et l'amour. Deux notions souvent évoquées, parfois idéalisées, mais rarement interrogées en profondeur dans ce qu'elles exigent vraiment de nous. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités au parcours et au regard complémentaires, Youssoufa et Harry Roselmack. À travers leur parcours et leurs œuvres respectives, l'album Amour suprême pour l'un et le livre L'amour malgré la peur pour l'autre, ils ont chacun à leur manière questionné la place de l'amour dans un monde traversé par des tensions et des fractures. Avec eux, nous allons tenter de comprendre ce que signifie concrètement faire le choix de l'amour comme chemin vers la paix. Peacemaker. Bienvenue à tous les deux. Merci. Ravi d'être là. Alors, Youssoufa, Oui. bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à toi. Alors, on a le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Tu es un artiste majeur du rap français, reconnu pour la profondeur de tes textes et de ton engagement. Tu es né à Kinshasa, dans un univers déjà marqué par la musique, avec un père figure majeure de la scène africaine, et tu as grandi entre plusieurs cultures, un mélange qui a profondément façonné ton regard sur le monde. Très tôt, tu choisis le rap comme moyen d'expression, non pas pour briller, mais pour questionner, dénoncer et transmettre. Tu construis ton chemin avec exigence, en refusant les facilités, jusqu'à t'imposer comme une voix singulière dans le rap français, avec une écriture à la fois introspective et consciente. Dans ton parcours, l'amour a toujours été là. Mais il semble qu'aujourd'hui, il prend une autre place dans ta plume. Peut-être un peu plus apaisée, un peu plus affirmée. Décomplexé. Ah, décomplexé. Ouais. J'aime ce mot. Alors, là où il y avait le combat, il y a désormais une forme de tranquillité, une forme de réalisation. Avec Amour suprême, tu explores un amour plus vaste, intime, familial, spirituel, comme une quête d'alignement et de paix intérieure qui devient peu à peu une boussole. Au fond, ce qui traverse ton chemin depuis le début, c'est cette capacité à transformer les tensions en élévation, chercher à comprendre plutôt qu'à juger, à relier plutôt qu'à opposer. Et dans tes mots, comme dans tes engagements, on sent cette volonté de créer du lien, de transmettre et de laisser une trace qui élève. Avec en filigrane cette conviction que l'amour est une force, une direction. Un grand merci d'être avec nous et bienvenue à toi, Youssoufa. Merci, c'était une belle présentation. Je veux... Je savais pas que tu avais fait tout ça. Non, je savais pas, et ça me va en fait, ça me va. Il faut que ma famille regarde cette parce que des fois, ils sous-estiment. Ça ne tient qu'à toi. Harry Roselmack. D'abord journaliste, tu es plus discrètement scénariste, réalisateur, producteur, acteur et aussi engagé sur le terrain associatif. Mais c'est pour une autre de tes facettes que nous avons sollicité ta présence ici, celle d'écrivain, dont les titres de tes œuvres nous en montrent la profondeur. Espérance banlieue, un nouveau modèle d'école pour mieux lutter contre l'échec scolaire et les tensions communautaires. Il n'est pas trop tard pour naître, livre qui invite à une prise de conscience globale pour un avenir plus lumineux. Dieu, la source et l'univers philosophal qui dessine dans ton parcours d'auteur comme une voie initiatique allant du social au spirituel, pour finir par L'amour malgré la peur, ton dernier ouvrage, qui est sorti le 7 mai de cette année, nous indiquant presque par là que l'amour serait vraisemblablement la clé de voûte de tout ton cheminement. Cela nous rend donc extrêmement privilégiés de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Harry, merci d'être là et bienvenue à toi. Merci Ben, je me sens moi aussi très privilégié et surtout de partager cette table avec Youssoufa. C'est toujours un plaisir de le voir. Que je connais depuis quelques années, on va pas dire le nombre d'années. On va pas faire semblant, on n'est pas obligé de faire semblant. Pas du tout, je le connais. Voilà. Mais bon, pour qui aime la profondeur, le sens, et pour qui aime tout court, ben voilà, c'est un compagnon idéal, ce garçon. Vous avez évoqué les titres de nos œuvres récentes, et je vous jure qu'on l'a pas fait exprès. Mais je sais bien. Peut-être que tout le monde pense que t'as fait ton agenda, et moi j'ai fait le mien juste pour ce podcast. Alors c'est très bien, mais c'est pas produit à ce niveau-là. Moi, en tout cas, j'étais très content de m'en rendre compte. En tout cas, ça tombe très très bien. Alors, comme vous le savez, notre manière d'échanger est guidée par la méthode du cercle. Donc c'est un moyen de structurer nos prises de parole partagées, de préserver aussi la profondeur de nos échanges et d'en conserver l'essentiel. Alors avant de rentrer dans le cercle et d'échanger sereinement,
Harry ou Soufa, si vous êtes d'accord, on va prendre 10 secondes de silence. Merci. Donc on s'est réunis aujourd'hui pour parler de l'essence même qui nous anime, en tout cas pour ma part, et je pense que pour chacun des êtres humains ici, l'amour. Alors, la première chose qu'on aimerait vous poser comme question, Harry, Youssoufa, quelle est votre définition de l'amour ? Oh waouh, ça commence sur les chapeaux de roue. Ça commence dur. J'allais dire, qui commence, il a une œuvre qui s'appelle comme ça, et en fait, moi aussi. Ben voilà. Moi, je pense que ma définition, elle change tout le temps. Tout à l'heure, dans l'introduction, quand tu parlais de mon parcours, effectivement, par exemple, dans mes œuvres, j'en parle souvent, mais des fois, l'amour, c'était synonyme de passion, de colère. C'était une forme d'amour pour moi. C'est quelque chose comme ça qui était finalement enragé. Moi, je trouvais qu'il y avait de l'amour dans ça, parce que je me battais pour une cause, etc. C'était ma manière d'aimer. Et puis, après, ça a été synonyme de liberté. C'est-à-dire que c'est parce que j'aime, j'ai envie d'être heureux et d'être émancipé. Et aujourd'hui, par exemple, c'est plutôt quelque chose, un peu dans la thématique de ce dont on parle aujourd'hui, c'est un espèce d'apaisement. C'est-à-dire que il n'y a d'amour que quand je trouve une sorte d'équilibre, une sorte de paix, une sorte d'élévation. Et en fait, ça a changé avec le temps, l'âge. Et toutes ces évolutions m'ont fait dire aussi que finalement, je commence à douter moi-même de l'épaisseur que je lui donne, c'est-à-dire l'amour que j'ai pour ma femme, par exemple. Ça fait longtemps que je suis avec elle. J'ai pas l'impression qu'au début c'était la même chose. L'amour de mes enfants, ça a été encore quelque chose qui m'a heurté de manière différente. On aura l'occasion d'en parler, mais je l'évoque un peu dans l'album, mais moi, par exemple, avant, j'avais pas l'impression d'aimer la France, par exemple. Ou alors, c'était un amour contrarié. Et aujourd'hui, c'est un amour plus décomplexé que je réussis à définir et tout. En fait, c'est quelque chose qui se déplace. C'est comme une flaque d'huile, comme ça, dont je n'imaginais pas la portée, dont je n'imaginais pas les tâches. Et il faut juste, à un moment, l'embrasser, prendre la forme. Un peu, tu vois, l'huile, ça prend la forme de quelque chose et tout. Et aujourd'hui, en tout cas, peut-être que si tu me réinvites dans 5 ans, je te dirai pas la même chose, mais aujourd'hui, c'est une sorte de paix, en fait. J'ai passé le cap de la liberté par rapport à l'amour, mais je suis plus dans la réalité, entré dans une vérité d'amour quand quelque chose me rend en paix. En ce moment, mon rap, il me met en paix. Ma famille, au sens nucléaire comme au sens large, tout ce qui me rend en paix est un amour qui est validé, qui a une certaine épaisseur. Mais à certains autres égards, en ce moment, j'ai d'autres problèmes de famille, mais à des niveaux plus larges. Là, en fait, l'amour, il est réinterrogé. Tu vois. Bref, je suis tout le temps questionné autour de cette notion d'amour. Mais on aura l'occasion d'en parler, parce que ça peut être fascinant aussi. Sinon, on n'en ferait pas des podcasts. C'est vrai que l'amour, c'est une notion extrêmement large, qui est interrogé par les êtres humains depuis des millénaires. Et plus on prend le temps de s'interroger sur le fond des choses, et plus on affine, je pense, notre définition de l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, qu'ils n'ont pas d'amour dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas de relation sentimentale. Mais l'amour ne se résume pas à la relation sentimentale. Et quand on travaille vraiment sur la question, et je pense que Youssoufa, s'il a appelé son dernier opus l'amour suprême, c'est qu'on se rend compte que l'amour, c'est le fondement, en fait. C'est-à-dire, plus tu creuses, quand tu creuses la terre, tu trouves parfois du pétrole. Quand tu creuses dans ta tête, tu trouves l'amour. Ouais. Parce que l'amour, c'est ce que j'explique dans mes livres aujourd'hui, puisque je suis un étudiant de l'existence, donc j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que cette existence, qu'est-ce que c'est que ce cadre, cet espace-temps, cette vie, cette réalité. Eh bien, on se rend compte que l'amour, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est le support de la relation harmonieuse. Et la relation harmonieuse, c'est quelque part la raison d'être, notre raison d'être, la raison d'être de cet espace-temps dans lequel on est. Et donc l'amour, c'est vraiment quelque chose de fondamental, sur lequel on pourrait effectivement parler pendant des heures, qui prend plein de formes différentes, qu'on expérimente souvent, enfin toujours, d'abord, parce que même quand on est bébé, la première chose que ressent un être humain, c'est
l'attachement, c'est l'amour. Avant même de ressentir la peur, qui vient contrarier parfois l'amour, on ressent cet amour. Et donc, on expérimente cet amour de plein de façons différentes. Et quand on commence à se pencher dessus, à y réfléchir, que ce soit pour écrire des titres de musique, pour écrire des films, pour écrire des romans ou pour faire de la philosophie, on se rend compte à quel point c'est en fait sous-jacent à tout ce qui nous anime. Donc c'est évidemment la grande question à percer. Mais je rebondis là-dessus parce que en vous écoutant, c'est ça qui me vient. Je ne sais pas si vous voyez, enfin certainement, les 8 formes d'amour grec. Vous voyez de quoi il s'agit ? J'ai dû voir passer, mais je veux bien que tu me Non, mais je vais vous les lire parce que, en fait, Youssoupha, quand tu parlais de l'amour de ta famille, de ta femme et tout, on comprend en lisant ça que, effectivement, ça fait certainement depuis la naissance de l'humanité qu'on cherche à résoudre ce problème. Donc, les 8 formes d'amour grec. Il y a l'éros, qui définissent comme l'amour passionnel, romantique, et le désir charnel. Ça nous parle, ça. Ça nous parle. On passe à la deuxième, parce que ça, c'est coché, ça, c'est parfait. Philia, l'amour amical, basé sur la loyauté, la complicité et le respect. L'amour familial, naturel et instinctif par enfant. Storgé, Storgé, c'est l'amour familial. Agapé, l'amour universel, désintéressé, souvent vu comme l'amour spirituel ou divin. Ludus, l'amour joueur, flirt, léger, sans engagement profond. Pragma, l'amour durable et construit, basé sur l'engagement, la patience, les couples de longue durée. Ouais. Tu vois, quand tu dis un peu que ça se transforme, probablement que tu es passé d'un état à un autre. Je l'ai vécu comme ça, ouais. Philotia, l'amour de soi, pour être sain, estime de soi ou excessif, l'égoïsme. Emania, ce qu'ils appellent l'amour obsessionnel, jaloux, dépendant, parfois destructeur. Ouais. Donc, je trouve que même si ça ne résume pas tout, c'est un bon outil pour essayer quand même de catégoriser, de rationaliser cette pulsion humaine. C'est cette cuisine-là, en fait. C'est bien. Je l'avais déjà vu passer, là, mais je l'avais plus en tête. Mais c'est cette cuisine-là dont on parle. Parce qu'au fait, dans la notion d'amour, et c'est pour ça que c'est fascinant, et c'est pour ça que c'est un débat interminable, et j'espère qu'il ne va pas terminer, mais pour certains, dans tout ça, on peut mettre effectivement le désir, la loyauté, la filiation, c'est-à-dire l'amour qu'on a pour son père, ou alors quelque chose qui nous rattache à la spiritualité. Et donc ça dépend, selon les expériences, les âges et les sensibilités et les identités de chacun, quel dosage on met, tu vois. La manière dont on aime un ami et la manière dont on aime sa conjointe, c'est pas pareil. La manière dont on aime son fils, ou alors de la manière dont on aime l'art qu'on pratique, c'est pas pareil. Et en fait, tout cet équilibre-là, selon la charge culturelle auquel on appartient, des fois on peut penser que une des choses exclut l'autre. Moi je me rappelle souvent quand tu fais des débats, tu sais, les débats que tu fais entre amis à 4h du matin quand vous êtes pas trop sobre. Et en fait, tu poses la question, est-ce que tu peux aimer 2 personnes en même temps ? Les gens, y en a qui disent non, et puis il y en a qui peuvent dire oui. Et souvent il y a ce contre-exemple. Ouais, mais si, tu peux aimer 2 personnes en même temps, t'aimes ton père et ta mère. C'est assez rudimentaire, hein. Je rappelle, il est 4h du matin et on n'est pas sobre. Et souvent, il y a ce truc, oui, mais c'est pas pareil. Mais en fait, ça commence dans ce c'est pas pareil. C'est assez absurde, c'est trivial comme débat, comme discussion et tout. Mais c'est intéressant de savoir ça. C'est-à-dire que je peux aimer le foot et le tennis, je peux aimer la France et je peux aimer le Congo. Mais à des moments de ma vie, on a pu me faire croire que, non, tu peux pas aimer les deux. Forcément, l'un enlève l'autre de l'autre. Et en fait, il y a l'attachement, ce dont tu as parlé tout à l'heure. Il y a l'engagement. Il y a l'amour de l'engagement, qui n'est pas un amour non plus qui peut être biaisé ou qui peut être rabaissé. Il y a la passion, des amours qui nous dépassent, dont on ne sait pas pourquoi je suis attaché à ça. J'aime faire ce truc-là, mais ça manque de rationalité. Je ne saurais pas l'expliquer. Je m'en sens même des fois coupable. Mais c'est tout aussi fascinant, en fait. Et j'ai l'impression que nous, on a cette chance-là, que ça soit Harry ou moi. Être artiste, c'est quand même une aide pour pouvoir faire un peu
le diagnostic de ça, l'opération chirurgicale, tu vois, quand t'as parlé d'Agapé tout à l'heure, moi, mon album, il s'appelle L'amour suprême par rapport à ça. L'amour inconditionnel, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui est au-dessus de tout, c'est la dimension de Jésus, tu vois. Et c'est fascinant comme amour il avait, genre, Jésus, je suis même pas chrétien, mais c'est des choses qui me fascinent. Lui, il aimait le genre humain dans tel qu'il est, avec ses défauts et quoi que ce soit. C'était pas son couple ou quoi que ce soit, mais ça, c'est une autre forme d'amour où des gens diraient, bah non, moi, si quelqu'un me gifle joue gauche ou joue droit, je lui renvoie une mandale. Mais là, c'est un désintérêt et quelque chose qui va au-dessus. Et c'est pour ça que c'est fascinant. Il y a quand même une caractéristique de l'amour que tout le monde peut expérimenter, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on apprend ou qu'on provoque. L'amour, c'est quelque chose qui nous est transcendant. Ça veut dire que, quelque part, on est fait pour aimer et on aime sans décider d'aimer. Et on le sait tous parce que jamais tu vas demander à quelqu'un pourquoi il est amoureux. Tu peux demander à quelqu'un pourquoi il est triste, pourquoi il est joyeux, pourquoi il a peur. Parce qu'il y a des raisons à la peur, il y a des raisons à la joie, il y a des raisons à la tristesse, il n'y a pas de raison à l'amour. On est fait pour aimer. On peut te demander pourquoi tu aimes telle personne, mais on va pas te demander pourquoi tu aimes, parce qu'on est fait pour aimer. Et je prends souvent l'exemple, et je le prends dans mon dernier bouquin, c'est-à-dire que tu montres à quelqu'un la photo d'un bébé lion, ça va être quoi sa réaction ? Ça va être « Oh, c'est trop mignon !» Tu vas être appelé, tu sais pas pourquoi, mais tu vas être appelé à vouloir le caresser, à avoir une relation avec ce... Et quand ce lion il va grandir et grossir et forcir, la peur va s'intercaler et va faire en sorte que tu vas avoir peur du lion. Alors que quand il est tout petit, tu as de la tendresse pour cet animal. Ça veut dire que l'amour, en fait, il peut être contrarié par plein de choses, mais il se provoque pas. C'est pour ça qu'on se dit, est-ce que tu peux être amoureux de 2 personnes ? Tu peux être amoureux de 2, de 3 personnes. Après, notre conditionnement nous amène à faire des choix. Mais naturellement, on est poussé à aimer. Et ça fait partie de notre raison d'être. Et le jour où on va comprendre tout ça, on est quelques-uns à essayer de porter cette parole, mais la peur, les conditionnements, tout un tas de choses fait qu'on n'exprime pas ce pourquoi on est pourtant fait. Et le jour où on exprimera ce pourquoi on est fait, la vie sur cette planète va changer de façon radicale. C'est ce que je défends. Et les artistes, c'est ce qu'ils défendent aussi, parce que les artistes sont des métaphysiciens, en fait. J'en parlais avec un philosophe, mais c'est vrai. Les métaphysiciens, les artistes, ils sont les porte-parole de messages qui sont extrêmement profonds. Et ces messages-là, ils sont écoutés, ils sont appréciés. Il y a une chanson française que j'ai redécouverte il n'y a pas longtemps, c'est la chanson « Résiste » de Michel Berger et France Gall. Mais quand tu écoutes ça, c'est de la métaphysique pure et dure. Sauf qu'on vibre sur le son, on aime bien écouter, ça nous parle, ça résonne en nous, on ne sait pas pourquoi, mais on ne le prend pas vraiment au sérieux. Il est temps de prendre ces choses-là au sérieux. Quel homme. Non, tu vois, là, je suis amoureux de lui. Là, on est dans le talent. Harry, moi, je veux revenir sur une notion que tu emploies pas mal là, et tu en as fait même le titre de ton bouquin, c'est le rapport entre l'amour et la peur. Parce que il y a des gens qui disent que l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur, justement. Donc je voudrais bien que tu développes un petit peu là-dessus, si tu peux... Oui. Pour moi, il y a effectivement 2 émotions fondamentales qui sont l'amour et la peur. Et cette peur qui a été... qui est nécessaire. C'est-à-dire que l'être humain, à l'état de nature, quand on est arrivé sur cette planète sans outils, on est très fragile. L'être humain, c'est un animal très fragile. Et l'être humain, il n'a survécu que grâce à 2 choses. Grâce à cette capacité de mettre l'information en cohérence, d'élaborer des stratégies, de créer de la technologie pour se mettre à l'abri, pour se protéger et pour ensuite dominer. Et c'est la peur qui l'a aiguillonné. C'est la peur de mourir, c'est la peur de manquer. Et donc la peur, c'est un allié utile à la survie et à l'évolution. Maintenant, cette peur, elle a pris une telle place dans nos sociétés, on ne se rend pas compte à quel point la peur, elle est présente. Dès l'enfance, on est éduqué par peur de la réprimande, par peur de la fessée, par peur de la mauvaise note. Quand on est plus grand, on a peur de la prison, même dans la religion, on a peur de l'enfer. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans un régime de peur absolue, et ce régime de peur associé à cette capacité qu'on a justement de faire de la technologie qui a de plus en plus d'impact sur le monde et sur les gens autour,
si on continue à réfléchir et à réagir même, parce qu'on réfléchit même plus. Les gens ont peur, ils savent même pas pourquoi. Ouais. De toute façon, on parle du sentiment d'insécurité. Il y a des gens, ils ont des votes qui expriment cette peur, alors qu'ils sont pas du tout dans des situations où ils ont des raisons d'avoir peur. Objectivement, il y a rien qui les menace. Mais on a peur, on sait même plus pourquoi. Et ben ça, il faut qu'on en prenne conscience et il faut qu'on réduise la place de la peur. Et comme je le disais, comme l'amour, il est naturel chez nous, si on réduit la place de la peur, l'amour, il va s'exprimer. Mais c'est ça qu'il faut combattre. C'est la peur. Alors, bon, après, la haine, c'est une conséquence. Pour moi, ce sont des émotions qui sont... Parce qu'il y a on a vu, il y a plein de visages de l'amour et il y a plein de visages de la peur aussi. Ouais. Mais c'est d'abord la peur. Et c'est ça, pour moi, qu'il faut combattre. Donc, il faut aimer, malgré le fait que la peur, elle soit là, qu'elle ait son intérêt, en tout cas pour notre survie et pour notre évolution, mais il faut la remettre à sa juste place. C'est absolument... Je suis content qu'il en parle parce que ce dont il parle, là, c'est fondamental. Mais je prends bien le temps d'appuyer dessus. C'est l'approche caricaturale, effectivement. C'est à chaque fois de dire il y a l'amour et la haine. Moi, je pense que l'amour et la haine, ils sont cousins, mais ça se passe un peu dans la même vibration. On voit ça dans le couple. Hein. On se dispute avec sa meuf ou avec son gars, et puis on le déteste, et finalement on l'aime, etc. Moi, je pense vraiment que l'autre pendant, c'est la peur. Maintenant, c'est un sentiment qui est profond chez l'être humain, mais presque anthropologique. Mais pour des raisons que je ne m'explique pas, peut-être on pourrait prendre le temps plus tard, mais qui est un peu plus honteux, qui est mal assumé, et donc du coup, on n'en parle pas assez de cette notion de peur. Les gens, ils ont peur. Et tu peux provoquer la peur assez facilement chez les gens. C'est l'époque qu'on traverse, et je n'ai même pas besoin d'en rajouter, parce que Harry l'a très très bien dit. Et en fait, ce rapport de force-là entre les deux, il est permanent. Malheureusement, on a le sentiment que la peur, en tout cas de manière spectaculaire, gagne. Alors, en vrai, je pense que l'amour gagne, mais de manière silencieuse. Parce que la peur, c'est spectaculaire. La peur, c'est immédiat, c'est instinctif. Ouais, il y a des gens à côté de vous qui vont voler vos enfants, piller votre pays. Tu sors avec tel mec qui va te faire du mal. Enfin... C'est spectaculaire, c'est ceux qui parlent fort et ceux qui parlent vrai. En vrai, les gens, ils ont de l'amour, ils en ont énormément. C'est-à-dire que ça soit le pire des ayatollahs, ou alors le dictateur, ou alors le politicien le plus véreux. Il aime quelqu'un, il a une meuf, ou il a des enfants. Sauf que cette partie-là, en fait, en vrai, il la couvre parce qu'au fait, je sais pas, je suis pas psy, mais il y a une dimension faiblesse, il y a une dimension... Je veux pas paraître fragile, je veux pas paraître vulnérable, j'ai pas peur. J'ai peur de paraître fragile. Voilà, ça aussi, ça fait partie de la mécanique, etc. Donc du coup, c'est devenu moins cool quand on est dans un rapport de force de faire ressortir son ressort d'amour. Alors qu'en fait, tout se passe là. Mais vraiment, et si tu regardes bien, même l'histoire de la littérature ou de l'œuvre de la pop culture, en vrai, c'est que des gens qui ont peur. C'est-à-dire, tu regardes Star Wars, en fait, Darth Vader, c'est un gars qui a peur. À la base, il n'a pas de haine. À la base, pour reprendre le petit lion, à la base, c'est Anakin. Hein, c'est juste un môme qui a pas eu sa maman. Et en vrai, ce que est en train de devenir son environnement, le manque, etc., il en a peur et tout. Et de Roméo à Juliette, tout ça, l'histoire de la littérature et de la pop culture et tous les récits, il en a parlé, la Bible, le Coran. En fait, pour mettre le pendant à l'amour, c'est la peur. Souvent, pour en rajouter encore... Moi, par exemple, dans l'album, je parle beaucoup de spiritualité, et moi, je suis musulman, ma femme, elle est chrétienne et tout, donc je connais un peu les religions, et enfin, je suis entouré par la religion, et je suis à l'aise avec ça. Souvent, autour de moi, par exemple, je vois des gens, quand ils prêchent, ils disent à quelqu'un, ouais, mais quand tu vas faire ça, faut pas faire ça, parce que tu peux aller en enfer. Et je dis, mais c'est quel genre de flemme, alors que, je sais pas, Dieu est amour comme pas possible, c'est quand même le modèle d'amour absolu, mais même ça, on a la flemme de l'expliquer, et on dit, non mais je vais aller plus vite en disant à quelqu'un que tu vas brûler. Alors que je dis, mais c'est tellement autrement fascinant de raconter l'élévation et la lumière dont tu vas faire preuve en faisant des belles choses, que t'es pas obligé juste de dire à quelqu'un, non mais... Ouais, si tu voles cette pomme, tu vas te brûler en enfer. Enfin, on est plus grand que ça. Même ta religion, elle est plus grande que ça. Tu sais, le Coran, ça raconte des choses fascinantes. La Bible aussi. Jésus, il a amour de malade. Vraiment, l'enfer, c'est pas le truc le plus... Ouais, c'est pas... Pour moi, c'est presque accessoire. Mais souvent, les gens, pour aller vite,
Parce que c'est peut-être que aussi ça dit beaucoup de la peur qu'ils ont entre eux. Sur eux, en fait, la partie amour, ils la négligent. Alors qu'en fait, les gens, non, ils en ont beaucoup de l'amour, ils en ont beaucoup à exprimer. Et ce qui éteint ça, c'est pas la haine, c'est la peur. Tout le temps, c'est la peur. Je dis même pas un peu, c'est tout le temps. La peur, c'est un élément de contrôle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un certain nombre de dirigeants dans le monde utilisent cet outil pour avoir du contrôle sur les gens. Ce que tu disais tout à l'heure, je vais juste rebondir dessus, c'est très vrai, parce que nous, on nous accuse souvent, en tant que journalistes, en tant que médias, de donner des mauvaises nouvelles. On nous dit, ouais, mais je regarde plus les infos, vous donnez que des mauvaises nouvelles, vous nous stressez, vous nous angoissez. Mais la vérité, c'est qu'il y a eu quelques tentatives. C'est Canal+, qui, au début des années 2000, avait tenté le journal des bonnes nouvelles. Les gens ne regardent pas. Et c'est vrai que notre cerveau, il est ainsi fait, et encore une fois, je pense, moi, que c'est une conséquence de l'évolution de l'être humain, pour retenir les mauvaises nouvelles, pour avoir un intérêt pour ce qui risque de dysfonctionner et de menacer notre bien-être ou notre survie. C'est-à-dire que notre cerveau, il retient surtout ce qui ne marche pas. Il ne retient pas ce qui marche. Ce qui marche, ça passe. Ok. Les fameux trains qui arrivent à l'heure. Exactement. Les trains qui arrivent à l'heure n'ont aucun intérêt. Et donc, on a à la fois un réflexe d'attention pour ce qui peut nous menacer, pour ce qui fait peur. Hein. Bon, on est fait comme ça, il faut faire avec. Mais on a aussi une fascination par rapport à la peur et à la violence. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, en vrai, c'est pas stylé d'être gentil, d'être aimant. Ça devrait. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer la vie et changer les choses. C'est que ça devrait être stylé, mais ça l'est pas. Parce qu'on est façonné par un régime de peur, de force et de violence qui fait qu'on respecte d'abord celui qui fait peur, on respecte d'abord celui qui est violent, et on a tendance à moins respecter celui qui aime. Alors peut-être que ça commence à changer. Tu penses que c'est animal ou c'est culturel, ça ? Moi, je pense que c'est animal. Je pense qu'il y a on est fait de deux pôles, hein. On est fait de corps, on est fait d'histoire, et tout ça, c'est un peu notre partie matérielle et animale, et puis on est fait d'esprit. Pour moi, l'esprit, c'est plus une partie donc spirituelle, divine, voilà, qu'on peut explorer, et qui, elle, nous amène vers l'amour. Mais on est encore trop conditionné, je pense, par cette partie animale. Il faut aujourd'hui, et il est grand temps, parce qu'encore une fois, compte tenu de notre impact sur notre environnement via les technologies, si on ne laisse pas parler cette partie spirituelle et divine, on va faire des conneries irréparables. Donc je pense qu'effectivement, il faut aujourd'hui, et je fais partie de cette école de philosophie qui considère que l'être humain, en fait, il n'a pas fini son évolution. Nous, on se dit, on n'est plus des hommes préhistoriques, c'est bon. L'être humain absolu, c'est nous. Non, c'est pas nous. On a ChatGPT quand même. On a fini le jeu, genre. C'est ça. Pour moi, l'être humain abouti, c'est l'être humain sage, c'est l'être humain qui aura compris un certain nombre de choses et qui les aura mises en pratique. Et là, on a encore du chemin à faire à ce niveau-là. Et parmi les choses essentielles à comprendre, c'est celle-là, c'est que l'amour, c'est ce qui est fondateur, c'est ce qui doit nous guider et c'est ce qui doit nous mener vers ce que je pense être notre finalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas là par hasard, on ne fait pas partie de ce processus univers par hasard, ce dernier n'est pas quelque chose qui a émergé de façon aléatoire, c'est le résultat d'un projet et on fait partie de ce projet, et pour en faire pleinement partie, il faut qu'on comprenne d'abord cette vérité et puis quelques autres qui sont émergentes de ça. C'est fascinant ça. J'avais jamais pensé à ça, qu'on n'a pas fini en fait. Non, on n'est pas fini. On est encore en téléchargement. Je suis un être humain, donc je suis un peu suffisant. Tu sais, le genre humain, on se prend un coup dessus, hein, tu vois. Exactement. Team humain, tu sais, voilà quoi. Ah mais c'est vrai. Peut-être qu'on n'est pas dans notre dernière forme, mais effectivement, l'amour, vraiment, cette notion d'amour qui va sauver les gens, tu sais, et je réappuie encore sur ce truc-là, il faut les gens ont de l'amour en eux, peut-être que juste c'est la manière de l'exprimer qui peut être des fois contrariée, et du coup, il faut peut-être rendre ça cool. Moi, par exemple, je déteste entendre maintenant les gens qui disent « Oui, mais trop bon, trop con », tu vois. Mais non, je dis « Mais non, trop bon, trop bon ». En fait, c'est quand même fascinant, un monde où c'est les gens qui sont dans une dynamique de bien, dynamique d'amour, qui doivent se justifier et se faire petits. C'est-à-dire, à quel moment on a inversé les rôles à ce point-là, tu vois, il y a très longtemps, quand j'étais arrivé sur Twitter, il y a très longtemps et tout, j'avais lu un tweet à l'époque qui m'avait fait beaucoup rire, c'est le tweet qui me marque le plus. Quelqu'un qui avait tweeté on aurait dû s'inquiéter le jour où un télo est devenu une insulte. Et au fait, ça m'a fait rire, et au fait,
ça peut s'appliquer à beaucoup de choses comme ça. On aurait dû s'inquiéter le jour où être trop bon ou trop gentil, c'est devenu une tare, ou une fragilité, une faiblesse. On aurait dû s'inquiéter le jour où, quand tu dis t'aimes quelqu'un, ah ben c'est un rabaissement. Et en fait, à quel moment on a commencé à tirer les fils dans l'autre sens. Et effectivement, sauf que tout le monde ressent ça, mais personne ne se le dit. Là, aujourd'hui, on se le dit. Voilà, nous, on est 4, j'espère qu'on va ramener plus de gens et tout. Mais c'est ça aussi, l'amour suprême. L'amour suprême, c'est ça, que l'amour repasse au-dessus de tout ça et devienne la vérité, quelque part, qui départage tout. Juste pour ajouter une toute petite chose, pardon. T'es là pour ça. Fallait pas nous inviter. Au contraire. Mais je constate quand même que sur les réseaux sociaux, alors moi j'en ai pas énormément, mais j'ai Instagram, il y a quelques chaînes, quelques médias, quelques feeds qui mettent en valeur la bonté, la beauté et l'amour. Et cet après-midi, je regardais une vidéo d'une gamine qui devait avoir une dizaine d'années, qui joue au foot, avec son club de foot. Elle a marqué un but et elle a traversé tout le terrain. Elle a salué ses coéquipiers, mais elle a traversé tout le terrain. Elle est allée au fond du terrain et il y avait la photo de son entraîneur qui apparemment était mort quelques semaines avant. Et elle a embrassé la photo de son entraîneur. Elle est revenue sur le terrain en pleurant et tout. Et ça fait des milliers de likes. Et il y a plein de vidéos comme ça maintenant. Donc j'ai l'impression que cette dynamique qu'on appelle de nos voeux, elle commence à trouver un peu d'écho. Et voilà, il faut pousser le mouvement, quoi. Merci beaucoup. Alors forcément, lorsqu'on parle de cette notion d'amour, entre en jeu aussi cette notion de paix. Et c'est aussi l'essence de ce podcast-là. Parce qu'on peut se dire que quelqu'un qui est en paix avec soi-même n'est pas assujetti finalement à cette peur-là qu'on pourrait ressentir. Qu'est-ce que vous diriez en tout cas de ce rapport entre la paix et l'amour, et aussi du coup finalement de ce rapport entre la paix, l'amour, la peur? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que la paix est une conséquence concrète de l'amour? Est-ce qu'elles coexistent ensemble? Comment ça se passe? Pour moi, la paix, l'amour peut nourrir la paix, mais la paix peut se faire avec peu d'amour. En fait, j'ai l'impression que la paix, c'est surtout un rapport de soi d'abord et avec les autres ensuite. C'est le moment où on arrive à commencer à faire... on connaît un peu ce qui nous équilibre. On est en savoir avec ce qui nous aligne. Et surtout, on est sur la dynamique des concessions, ce à quoi on va renoncer. Ce qui nous rend tranquille, ce qui peut être une tempête pour nous, on s'en éloigne. Et on ne prend plus le monde comme il est dans son fouillis ou quoi que ce soit. Parce que surtout, alors là, ce que je vais dire est chargé culturellement. On est des gens qui habitent dans les grandes villes ou quoi que ce soit. Ce que je vais dire là... Je ne veux pas l'universaliser, parce que ça se trouve, si tu habites en Amazonie ou alors au Tibet, c'est pas pareil. Mais nous, ici, par exemple, on est là, faut se marier, faire des enfants, avoir beaucoup d'argent, réussir, être entrepreneur, etc. Et on se met une charge comme ça de plein de trucs, etc., qui peut-être peuvent rendre heureux. Il y aura de l'amour dedans, tu vois. Trouver l'amour, mais être séduisant, être en bonne forme et tout ça, là. Et au fait, j'ai l'impression que la paix, souvent, ça commence par soi pour pouvoir la transmettre aux autres quand même. C'est pas impossible de pouvoir la faire dans l'autre sens, mais quand même, ça aide quand tu peux être en paix avec toi-même. Et moi, je sais que dans ma définition, qui est un peu égoïste, c'est le moment où je commence à... Et que je traverse un peu depuis ces derniers temps. C'est pour ça que je fais des albums un peu plus comme ça et que j'ai moins de procès. C'est le moment où je commence à voir ce à quoi je peux renoncer. C'est-à-dire que ce truc est génial, j'en sais rien, moi... une grosse voiture ou une grosse semaine de vente ou alors un concert qui est plus gros qu'un autre. Et en fait, je me dis, ça me va pas, c'est bien, mais c'est pas... Ça me crée plus de friction, de complications dans ma tête par rapport à ce que j'obtiens, et j'ai pas l'impression d'être la meilleure version pour moi-même et pour les autres. Et en fait, mais je suis en paix avec ça. C'est-à-dire que ça, je ne l'aurai pas, et ça me va. Et quand on commence à pouvoir se construire avec soi, on commence à le construire aussi avec les autres dans son couple, dans son rapport avec ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses amis, etc. Parce que voilà, je sais pas, quelqu'un qui va dire « Ouais, moi en ce moment, je sais pas, je veux plus trop boire. » Et « Ouais, mais t'as vu, c'est bizarre. » Maintenant, je sais pas, ça me va pas. Parce que oui, je le faisais avant, mais... Et donc du coup, on s'équilibre et on trouve sa paix. Des fois, déjà j'ai l'impression que ça se fait pas d'un jour à un autre. Mais des fois, en plus, les gens
et je m'inclus dedans, on a tellement d'interférences dans la vie que j'ai décrit juste avant que on comprend pas toujours les gens qui cherchent l'apaisement. On peut les trouver un peu bizarres, on peut les trouver même un peu pédants, un peu snob. Enfin, quoi, tu m'apprends la vie, quoi, toi, t'es qui, t'es Dalai Lama, etc. Alors qu'au fait, je trouve ça plutôt sain. Mais ça, pareil, c'est pas toujours encouragé, toujours accompagné, tu vois. Mais j'ai l'impression quand même que moi qui ai fait des albums au début où, comme je disais avant, on veut toujours changer le monde alors qu'on devrait d'abord changer nous-mêmes. Moi, j'ai fait des trucs où j'attaque les gens et j'assume, tu vois ce que je veux dire. Ça a fait ma carrière, ça a fait beaucoup de colère et tout. Et je me suis rendu compte, mais au fait, j'ai beaucoup de colère. Elles sont justifiées, mais il y a des colères qui, en fait, c'est moi et moi-même. Et là, tant que je passerai pas par une certaine paix sur ce que je veux ou ce que je veux pas, sur ce que je dérange chez les autres, parce que c'est bien de dire ce qui est dérangeant chez les autres, mais moi aussi, sur certains rapports, je peux être un peu compliqué. Je vais essayer de réparer ça. Alors, je ne sais pas si j'aurai assez d'une vie. Mais une fois que moi, ça sera apaisé, je peux commencer peut-être à le transmettre et ça peut inspirer d'autres gens. Mais j'ai l'impression que c'est un truc beaucoup qui se passe par l'inspiration. On n'impose pas... C'est compliqué d'imposer, à part par la peur, ou alors par la force, ou par le rapport d'autorité. J'ai l'impression que la paix, c'est quelque chose qu'on est et qu'on inspire, et ainsi elle se transmet. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que la paix dans les rapports avec les autres, c'est d'abord l'apaisement en soi, c'est d'abord la paix en soi. Et ça, c'est une constante. Il y a une phrase assez connue dans le monde du mystique qui dit « tout ce qui est à l'extérieur commence à l'intérieur ». Et pour ce qui est de la paix, c'est le cas aussi. Pour moi, la paix, c'est effectivement une étape vers ce qui doit être vraiment, qui est, encore une fois, la relation harmonieuse et l'expression, finalement, de l'amour. La paix, elle peut être liée à l'amour, mais elle peut être liée aussi à l'indifférence. C'est-à-dire que l'absence de conflit, ça peut être tu fais tes affaires, je fais mes affaires, il n'y a pas de conflit, on est en paix, mais on est indifférent. C'est déjà pas mal. C'est mieux que d'être en conflit. Pour moi, l'objectif, c'est d'être plus qu'en paix indifférente, c'est d'être en relation. On est des êtres de relation. On vit de façon relationnelle, ne serait-ce que parce que le temps, sans être trop technique, le temps, c'est un phénomène de relation, c'est cause-effet. C'est-à-dire que ce que je fais maintenant va avoir une relation avec ce qui va m'arriver dans une seconde, dans 2 secondes. Si je lâche cette tasse, elle va tomber, elle va se casser, quelqu'un va nettoyer, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un espace et un temps de relation. La gravité, c'est aussi une relation. On est attiré vers un centre de masse parce que voilà, c'est la relation qu'a l'espace sur un corps. Et donc, l'objectif, c'est la relation. La première étape, ça doit être effectivement de ne pas être en conflit, mais l'étape suivante, c'est vraiment de rechercher la relation harmonieuse. Mais cette notion de paix, effectivement, elle commence, me semble-t-il, d'abord en soi, en combattant ses peurs, et ensuite, elle s'exprime de façon toute naturelle. Donc c'est vrai que souvent les gens ils pensent qu'on est dans un monde plein de conflits et qu'on peut rien y faire. En vérité, évidemment qu'on peut y faire quelque chose, ça dépend de chacun d'entre nous. L'état du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas bien dans nos têtes, c'est parce qu'on pense pas de la bonne manière. Si on pensait tous d'une manière apaisée, l'état du monde serait très différent. Donc bien sûr qu'on peut y faire quelque chose, mais ça passe par des prises de conscience, ça passe par un changement de façon de faire, par la compréhension que voilà, on a quelque part une mission et que ce qui peut nous rendre véritablement heureux, et j'adore ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'avoir plus, de gagner, d'avoir des gros concerts, d'avoir des choses, c'est pas ça qui rend heureux, c'est pas ça qui crée la paix. On a tendance à nous charger, voilà, culturellement, socialement, sur ces choses-là. Et effectivement, du coup, on pense que quand... Et c'est toujours... je tiens quand même à recadrer une chose. Grâce à Dieu, je pense avoir plutôt réussi dans ma carrière et Harry dans la sienne aussi. Donc du coup, quand les gens ils nous entendent, des fois, ça peut paraître un peu supérieur. Une fois qu'on t'arrive, c'est super, il a fait des tournées comme pas possible, il a gagné de l'argent et tout. Et maintenant, il dit non, mais finalement, c'est pas ça qui se rend heureux. Je peux l'entendre. Mais c'est plus nuancé que ça, effectivement. C'est juste... Ça, c'est des
c'est des objectifs, je suis très content de les avoir eus. Peut-être que c'était ça de régler aussi des frustrations par rapport à ce que je suis, mon identité, etc. Mais ça, c'est Youssoupha avec ses psychoses. Mais dans l'absolu, je peux pas me mentir aux gens. Puis Didi aussi, il a fait plein de gros concerts. Hein. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce que c'est quelqu'un de... Non, mais est-ce que c'est quelqu'un qui vit en harmonie Bah, tu vois ce que je veux dire? On peut se poser la question. C'est très complexe. Et donc, du coup, on en est là où vraiment, à un moment, ok, qu'est-ce qu'il en reste? C'est quoi les priorités? C'est quoi la paix du truc? Parce que on a des collègues, hein, toi j'imagine dans ton milieu, moi aussi, où je vois des gens dont je pouvais envier la vie, envier le parcours. Et finalement, quand je les connais dans l'intime, je me dis, ah non, c'est très problématique ce qui se passe là par rapport à la manière dont sa nature et son identité s'est créée, là où il en est, etc. Donc, voilà. Mais la vie m'a donné la possibilité d'être dans la position où je suis ici pour t'en parler, pour pouvoir y travailler. C'est-à-dire que je dis, ok, ça c'est peut-être pas pour moi. Ça contre ça, je le ferai pas. Voilà, je suis dans... Et c'est un privilège d'avoir ce choix, d'avoir ce recul, d'avoir cette élévation-là. Il y a pas longtemps, quand je suis allé au Sénégal, un ami, que je vais citer comme ça, qui s'appelle Barakadama, m'a dit cette phrase incroyable. Il m'a dit, ma paix, c'est ma deuxième femme. Et moi, je l'ai remixé. Je suis rentré à Abidjan. J'ai dit à ma femme, on m'a appris cette phrase-là. Incroyable. Ma paix, c'est ma deuxième femme. Et je lui ai dit, si tu m'embêtes, ça va peut-être devenir ma première. Parce que c'est vraiment ma paix, c'est... Et aujourd'hui, ouais, mais j'ai pas toujours pensé ça. C'est-à-dire que je serais un menteur de dire que ce dont on parle là, toute ma vie, j'ai eu la vision de ça. Non, c'est assez récent quand même dans ma vie ou quoi que ce soit. Tout ce qui te coûte ta paix est trop cher. Mais l'action, c'est le résultat de la pensée. Et la pensée, elle est contrainte, elle est dirigée par notre être et par notre façon d'être. Pourquoi on a fait 10 secondes de silence avant de commencer cette émission? Parce que la première chose qui doit précéder le fait même de penser, de parler et d'agir, c'est de se recentrer sur son être. Et ça, c'est un truc hyper important auquel on ne fait pas attention, parce qu'on est dans une civilisation, dans un monde où l'action est première. C'est-à-dire qu'on juge les gens sur leur action d'abord. On a l'impression que c'est d'abord l'action qui prime. On a d'abord que c'est l'action qui doit être commentée et qui génère des réactions. Parce que l'action génère des réactions. Ouais. Or, l'essentiel pour guider l'action et pour que l'action ait un résultat, qu'il y ait un résultat souhaité, il faut d'abord... Parce que le préalable, c'est d'être. Si on n'est pas, on ne peut pas penser, on ne peut pas agir. Donc il faut se recentrer sur l'être qui doit conditionner la pensée, et la pensée qui conditionne l'action. Mais il faut faire l'effort de revenir à ça. Et ça, on le fait pas assez, effectivement, et le fait de faire ça, je pense que si vous avez décidé de faire ces 10 secondes, c'est que ça a un sens pour vous, et que c'est quelque chose qui va dans le sens de la paix que vous mettez en avant dans votre podcast, mais effectivement, se recentrer sur l'être, ça permet effectivement d'être plus en paix soi-même, et de promouvoir la paix dans ses actions, dans ses attitudes, dans ses réactions. Je peux me permettre de... Je t'en prie. C'est trop intéressant. Désolé, il fallait pas me dire que c'est intéressant. Là pour ça. En fait, non, parce que j'ai pas la réponse de ce que je veux dire. Justement, on est là pour s'interroger sur ça. En fait, je suis complètement sur l'alignement de ce que vient de dire Harry. Mais je me pose la question, pareil, c'est... En fait, quand on cherche l'apaisement, en même temps, l'être humain, pour des raisons... Je sais pas si c'est culturel, pareil, si c'est anthropologique... On est dans une espèce de compétition, de relation, de relation, de comparaison. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler ça. Si je prenais le bon sens, je dirais émulation, mais autrement, je dirais voilà, la quête de l'homme qui va être le plus fort, celui qui parle le plus vite, celui qui a raison le plus vite. Et du coup, c'est ça que tu disais tout à l'heure, la réaction. Du coup, quand c'est poussé à l'extrême, on est dans une société et dans des rapports hyper polarisés. J'ai remarqué souvent les gens, ils t'écoutent pas avec l'intention de te comprendre, ils t'écoutent avec l'intention de te répondre. Parce qu'en fait, tout de suite, je veux te dire le truc. Et c'est ça aussi qui fait qu'on prend pas le temps de la paix, parce qu'en fait, ça demanderait de renoncer. Et du coup, ça peut te donner l'impression socialement que tu dégringoles un peu en mode « Ah ben lui, il a rien à dire. » Enfin voilà, on l'a mis à l'amende, tu vois ce que je veux dire. Si moi, je parle pendant une demi-heure, etc., alors il a à dire quoi, Harry Roselmack? S'il dit « Ah non, c'était intéressant. » il peut avoir une part de nous qui dit « Ah en fait, c'est une serpillière, c'est la serpillière. » Tu vois, il y a ça un peu qui est biaisé. Et dur de trouver la paix dans tout ça. Et ça, en fait, j'allais m'interroger, enfin, selon vous, selon toi, c'est quoi? C'est la manière dont on est conditionné, ou alors c'est la manière dont l'espèce, elle cherche
à faire ressortir, tu sais, c'est tous ces trucs, toutes ces conneries de mâle alpha, de femelle alpha, je sais pas comment ça s'appelle. C'est quoi? Parce que ça aussi, ça se bat contre la paix. J'aimerais bien être tranquille, mais sauf que j'ai l'impression que si je reste tranquille, bon, en fait, on me roule dessus. Ouais. Et c'est le rappeur qui dit ça. Toi, t'en penses quoi, tu vois? Ouais, je pense humblement, mais ça, il faut qu'on échange sur ce sujet, mais c'est surtout lié, me semble-t-il, au fait que nos sens et notre cerveau, c'est-à-dire notre perception du monde, qui est une perception émergente, elle nous donne l'impression qu'on n'est pas les mêmes. Elle nous donne l'impression qu'on est différent des autres. Elle nous donne l'impression qu'il y a de l'altérité. Ouais. Et l'altérité, forcément, ça peut créer une forme d'émulation ou de compétition. Ouais. Mais moi, il y a un exercice que je fais depuis maintenant quelques années, et qui est un exercice super, et en vrai super simple, c'est de se dire dans sa tête, le matin, le soir, quand vous voulez, c'est de se dire « je suis ». Quand vous êtes en silence et que vous pensez à l'être, comme je le disais tout à l'heure, mais que vous dites juste dans votre tête « je suis », le fait de se rendre compte qu'on est, eh ben, on est avec tout ce qui est, en fait. C'est pas « je suis Harry hein. », c'est « je suis ». C'est pas « je suis vivant », c'est « je suis ». Parce que la particularité qu'a l'existence, c'est que l'existence, c'est quelque chose d'éternel, d'infini. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que la vie, c'est une parenthèse d'existence. La mort, c'est une parenthèse d'existence. C'est une autre expérience, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça existe, ça fait partie de l'existence. Cette table, elle existe. On existe tous là. On fait tous partie de l'existence, sous différentes formes, parce que, voilà, on est dans un espace-temps qui a manifesté plein de formes d'existence, et nos sens nous donnent l'impression qu'on est autre. Alors qu'à la base, quand on revient en arrière complètement au début, l'existence, elle est une. Et elle a pris plein de formes différentes. C'est comme l'amour. L'amour, il prend plein de formes différentes. Ouais. On a l'impression que c'est des sentiments différents, c'est la même chose. Nous, on a l'impression qu'on est différents les uns des autres, c'est la même chose. Eh bien, quand tu as cette conscience de l'unité, tu es un peu moins dans la compétition parce que tu as cette conscience que l'autre, il est différent de toi, il faut jouer le jeu de l'espace-temps. Ouais. Mais fondamentalement, cette expérience sensorielle, intellectuelle qui est la vie, à la base, ça part d'un truc qui est un. Donc à la base, si on prend le fait qu'on est tous de l'information, parce que tout ce qui existe, c'est de l'information, l'information, on vient tous de la même source informationnelle. Ouais. Et donc, il y a une forme d'unité qui se dégage et on est un peu moins là-dedans. Mais pour ça, il faut sortir... Moi, je suis un fan de science-fiction pour ça, parce que je trouve que la science-fiction nous dit des trucs incroyables sur la réalité profonde et sur ce qui peut nous arriver. Moi, on parle souvent d'IA. Moi, je dis aux gens, mais regardez, en 89, Cameron, il a fait Terminator. On sait ce qui va nous arriver si on continue nos conneries. On sait ce qui peut nous arriver. On a déjà fini ce jeu-là. On y va néanmoins. Mais il y a déjà un scénariste qui a écrit l'histoire et qui l'a porté au cinéma. Et pour moi, Matrix, c'est un film génial aussi. Effectivement. Kubrick aussi avait visité la dimension de l'IA. Exactement. Ouais, c'est-à-dire que ce qui nous apparaît comme étant distinct ne l'est pas fondamentalement, et que quand on prend un peu de recul par rapport à la matrice, eh ben, on réagit plus de la même manière. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on joue moins le jeu de l'hyper-compétition, voilà, et on regarde juste ce qui est bon pour nous et ce qui nous va. Ouais. Moi, c'est pas quelqu'un qui va me pousser à gagner plus d'argent, c'est pas quelqu'un qui m'a poussé à être journaliste, c'est juste un truc que j'avais envie de faire. J'ai saisi des opportunités, comme toi tu as saisi des opportunités, comme toi aussi, on a tous saisi des opportunités qui ont fait notre chemin, donc il faut vouloir des choses, on a le droit d'avoir de l'ambition, hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'en faut pas, mais il faut avoir son ambition à soi. Il ne faut pas comparer son ambition à celle des autres. Moi je suis content quand les gens réussissent. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est les gens qui ne sont pas contents parce que quelqu'un d'autre réussit. Ouais. Non. Le sentiment que ça leur enlève quelque chose. Voilà, ça m'enlève quoi? Moi, mon but, c'est d'arriver à mon équilibre. Si toi, ton équilibre, il requiert plus d'argent que moi, bah vas-y, fais. Il n'y a aucun problème. Et il faut, je pense, avoir ce mindset, parce qu'on se rend compte que dans le monde, il y a des gens qui vivent avec très peu de choses et qui sont plus heureux que des gens qui vivent avec beaucoup de choses. Effectivement. Effectivement. Si vous me permettez, puisque j'ai l'impression que c'est en filigrane dans la discussion, donc je vais quand même le mettre sur la table. J'entends quand même dans ce que vous dites, quand tu dis, en fait, comment c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui nous... Quand on est peut-être plus calme, qu'on se sente écrasé,
les techniques que tu dis de vivre, par exemple, je suis. Est-ce que, parce qu'au début, c'était pas ce que tu disais, mais est-ce que vous pensez que c'est possible d'éduquer à la paix ou à l'amour? Je vous dis ça aussi parce que tout ce qu'on fait, c'est un petit peu ça la finalité, et en tout cas, c'est notre postulat à nous, c'est de se dire que l'éducation à la paix nous semble être un peu la solution à nos problématiques, parce qu'on part du principe que les adultes qui sont fous ont été des enfants innocents à un moment. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais un peu des pulsions, des trucs, de ce que t'es aujourd'hui, tu ne l'étais pas. Tu as eu peut-être la chance, par ton cadre de vie, par la destinée, de mûrir de cette manière. Donc, ça fait partie de nos interrogations. Est-ce qu'on peut éduquer à la paix? Est-ce qu'on peut éduquer à l'amour? On peut... j'ai utilisé déjà le verbe tout à l'heure, mais moi je pense qu'on peut inspirer. Sans doute éduquer et transmettre, c'est sûr. Mais mon retour d'expérience est quand même inspiré. C'est-à-dire, il y a ce proverbe-là, on peut amener un cheval à la rivière, mais on ne peut pas l'obliger à boire. Moi je pense que on transmet, la meilleure transmission, ça reste par l'exemple, par le comportement. Et quelque part, quelqu'un qui aurait un tempérament orageux, plein de tempêtes, plein de colère, plein de guerre, pour prendre un mot opposé à la paix ou quoi que ce soit, c'est pas juste en lui disant on va te mettre à l'amende si jamais tu veux pas la paix, mais plutôt en se comportant de manière élevée, avec beaucoup de hauteur, et montrer les bienfaits de l'apaisement ou quoi que ce soit. En fait, je pense que ça peut participer à transmettre cette paix-là et à l'inspirer. Et ça peut prendre du temps et ça peut même ne pas marcher. Mais maintenant, c'est ce pari-là qui est, on va dire, le truc le plus compliqué, parce que c'est normal, il a dit Harry tout à l'heure. On est des êtres qui ne sont pas patients, surtout dans l'époque qu'on traverse ou quoi que ce soit. Tout doit aller très très vite. J'ai pas envie de me faire mal, être à l'amende. J'ai pas envie d'être pris pour un con. J'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, c'est la calotte. Ou alors voilà, en ce moment, tu regardes les actualités. Moi, je ne suis pas toujours tout ce qui se passe, mais j'entends, il y a eu un ultimatum. Non, bon, allez, je vous donne encore 5 jours. Allez, je vous donne encore 20 jours. Tu vois, bref, on est dans les... vas-y, si tu ne changes pas ou quoi que ce soit et tout. Mais je sais que des fois, j'ai eu beau remplir des salles, avoir des enfants merveilleux, gagner de l'argent et tout ça, là. Des fois, j'ai rencontré des gens, mais dans des trucs assez inattendus, je sais pas... une rue d'Harlem, une mosquée, un oncle qui revient de l'église, quelqu'un dans les rues d'Abidjan ou quoi que ce soit, où je ne saurais pas l'expliquer, je ne veux pas faire le métaphysicien à 2 balles, ni le spirituel à 2 balles, où je me dis, pourquoi j'ai le sentiment que cette personne, elle est plus en lumière que moi? Pourtant, je suis persuadé que matériellement, je l'éclate. Je l'éclate. Et c'est pas de la modestie de bobo à 2 balles, mais c'est juste que moi je sais où ils en sont mes soucis à ce moment-là, je sais ce que je traverse, quoi que ce soit. Mais je vais voir quelqu'un qui peut être beaucoup moins bien sapé que moi, qui a pas les accomplissements notoires que moi j'ai, mais quand même une part de moi me dit j'aimerais bien avoir sa vie. Je sais pas par quel préceptes ils passent, mais ces préceptes, ils ont l'air sains. En tout cas, je pense que je suis dans la bonne direction, parce que tout ce que je fais, je le fais avec beaucoup de bonne volonté, mais j'ai beaucoup à en apprendre. Souvent, dans mes chansons, je parle de mon grand frère, parce que mon grand frère, en vrai, il vient me voir à l'Olympia, au Zénith, il est content pour moi et tout, j'ai une vie super, ma voiture, elle est meilleure que la sienne, et c'est mon grand frère, et je l'aime. Et à des fois, il va dire une phrase ou un truc, ou même dans sa manière de ne pas me juger. Il pourrait me juger sur plein de trucs, parce qu'en fait, une vie d'artiste, une vie de rappeur, c'est plein d'excès, c'est plein de trucs et tout. Des fois, je le regarde, je dis, il va me juger. Et quand il me juge même pas, je me dis, mais punaise, mais... Il a même sur ça, il a l'humilité, et du coup, une certaine forme de hauteur pour dire, t'es mon frère, je t'aime beaucoup. Ouais, ça fait un peu beaucoup de chaîne autour du cou, mais tranquille. Tu vois, et ça m'inspire. Ça, en tout cas, moi, ça m'a souvent éduqué. J'essaye d'être un peu dans cette dynamique-là avec mes enfants. Pas seulement, alors je suis un papa africain, donc des fois je gueule un peu, des fois je peux être sanguin, mais en fait, d'une manière générale, à l'écrasante majorité, j'essaie de leur inspirer un comportement et montrer pourquoi ce comportement il m'élève et il me rend meilleur et qu'ils le voient et que ça prendra le temps que ça va prendre parce ça va aussi avec la patience. La paix et la patience,
C'est quand même un peu Son voisin. cousine. Ouais, c'est quand même un peu voisin. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis complètement d'accord, une fois de plus. Hein. De toute façon, voilà, on est sur la Fallait pas vie. nous inviter. Si vous voulez de la confrontation, là, non, C'est ça parce qu'on n'arrivera cherche, pas. nous, c'est le contraire, tu vois. Mais oui, les gens les plus exemplaires sont souvent ceux qui brillent le moins, d'une certaine façon, matériel, qui parlent le moins, qui sont le plus en paix, en fait. Ils sont en paix, et quand tu es en paix, t'as pas forcément besoin d'être dans une surabondance de paroles, d'actions. Dans une forme ostentatoire. Voilà. Rien que cet apaisement que tu ressens, et que tu vibres, c'est ça qui inspire le plus les autres. Et moi, j'ai quand même tendance à vouloir mettre à disposition le monde des idées et le monde de la pensée, parce que je pense que l'exemplarité, c'est très compliqué à incarner. Moi, j'essaie de tendre vers ce que je pense, vers ce que je crois, mais je suis évidemment pas irréprochable. Parfois, je suis en voiture, et j'ai envie d'insulter un mec qui va me faire une queue de poisson. Enfin, je veux dire, je reste un être humain. Pas toi, pas toi. Il les a insultés, j'étais là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, alors, sans tomber dans certains excès qui sont choquants, on a vu à quel point la découverte des comportements de l'abbé Pierre a choqué légitimement tout le monde. Moi, le premier, je me suis dit, putain, mais alors, moi, s'il y a un mec sur lequel, arrivé devant Dieu, je me disais, bon, pour racheter l'être humain, il y a un mec que j'aurais pu citer, ça aurait été lui. Prends Pierre. Donc, moi, je pense que les idées sont beaucoup plus importantes que celles qui sont censées les incarner. C'est même pour ça que moi, j'utilise effectivement ma notoriété acquise à la télévision, etc., pour faire passer des idées, mais j'ai pas envie de devenir une incarnation des idées que je porte. Ces idées que je porte, elles sont passées à travers moi, je les partage parce que j'y crois et que je crois que c'est la solution à nos problèmes, mais c'est pas moi qui compte. Ce sont d'abord les idées. Donc je pense que, en fait, la nature, elle est porteuse de principes directeurs, et les lois naturelles sont en vérité les seules qui sont vraiment légitimes à nous gouverner, parce qu'on se soumet à des lois humaines, à des lois politiques, à des lois économiques, qui sont d'ailleurs pas uniques, parce que, comme il y a différents cerveaux qui les ont produites, différentes sensibilités, on est tous nés dans des contextes qui font qu'on pense plutôt comme ci, plutôt comme ça, donc il y a différentes sensibilités, mais on donne une légitimité à ces lois-là, qui sont pas des lois naturelles, qui sont des lois humaines, qui sont parfois tirées de la nature plus ou moins, mais on se soumet à ces lois-là, alors que la seule loi en vérité qui est légitime à tous nous guider dans une direction unique, puisqu'elle s'adresse à nous, c'est les lois de la nature. Donc le travail du métaphysicien, c'est d'essayer de décrypter ces lois de la nature et de les mettre à la disposition des gens, parce que la nature, elle est prescriptrice. La nature, elle prescrit, mais elle ne dirige pas. La nature, elle va jamais te dire « fais ça, et si tu fais pas ça, tu vas être puni ». Alors, il peut y avoir une conséquence à ne pas suivre des lois naturelles. Néanmoins, la nature, elle prescrit, et c'est toi qui fais ton choix. L'être humain, il a cette particularité quand même d'avoir, par cette intelligence dont on parlait au début de l'émission, de pouvoir échapper à ce qu'on appelle des déterminismes, c'est-à-dire contrairement à d'autres animaux, on est moins soumis à nos instincts, etc. Tu verras pas un lion décider d'arrêter de manger de la viande parce qu'il trouve pas ça bien, il est fait pour manger de la viande, il mange de la viande. Nous, êtres humains, on peut décider de faire des choix parce qu'on a ce cerveau qui nous permet de faire ça. Eh ben, ça nous donne une responsabilité aussi. Il y a une loi naturelle. Alors si tu la connais pas, c'est compliqué de la suivre. C'est pour ça que moi j'estime que mon rôle, il est important. C'est que cette loi naturelle, moi je te la mets à disposition. Tu choisis, tu décides, tu fais ou tu fais pas, mais tu l'as à disposition et tu sais que la nature, c'est ce qu'elle prescrit. Elle nous dirige vers ça. Et tu sais aussi que si on fait tout ça, ça va être magnifique, ça va être super. Maintenant, c'est à nous de décider. Et donc je pense qu'il faut mettre aussi les gens face à leurs responsabilités. Tu peux les inspirer. Alors, par tes actions, en essayant d'être le meilleur possible, tu peux leur donner le guide à suivre, et puis après, les gens décident. Trop bien. Tout ce qu'on disait là, ça m'inspirait une citation qui dit « Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. » Qui dit un peu ce qu'on dit. Ah bah oui, le bien fait pas assez de bruit. Il va falloir qu'il... Exactement. On est dans une époque où il faut qu'il en fasse. Ouais, ça y est là. Il faut. Allez monsieur le bien, allez maintenant. Mais justement, faut être sur les plateformes de téléchargement là. Parce que c'était un peu ton discours depuis tout à l'heure et je suis content de te l'entendre dire, et c'est vrai qu'on n'a pas échangé là-dessus depuis des années.
Mais en tout cas, dans ta carrière et dans ta posture, j'ai toujours trouvé que c'était marrant de te voir brandir l'amour, tu vois, comme un drapeau, comme un peu un signe de rébellion, c'est-à-dire comme le rap caricaturé peut avoir comme ça un truc d'étendard de rébellion, mais la rébellion, tu vois, avec l'amour comme étendard, c'est marrant. C'est trop bien comment tu le dis, parce qu'effectivement, à la base, c'est un élan vraiment naturel dans la vie, et après, c'est devenu presque un marketing, mais c'est un marketing positif comme celui que défend Harry, c'est-à-dire qu'il y a un moment, j'aimais cette approche, justement, de prétendre faire du rap d'amour parce que c'était transgressif. Et en fait, des fois, déjà, le fait de penser que c'est transgressif, on est déjà dans un truc à l'envers. C'est ce fameux trop bon, trop con dont je parlais tout à l'heure, genre en mode, on est tous là, rap de rue, rap de guerre, rap d'amour, mec, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en vrai, c'est la chose qui est censée quand même, par lequel on va s'en sortir. Alors, pour recontextualiser les choses, j'avais un avantage, toi tu me connais depuis assez longtemps, c'est que moi, je n'ai pas grandi en France. Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé dans des quartiers. Et en fait, moi, pour ceux qui connaissent mon parcours le savent, j'étais très attaché à mes potes, mais je n'étais pas attaché à mon département, à mon quartier ou quoi que ce soit, parce que moi, je ne comprenais pas ce que je venais faire en France. Donc, les gens ils pouvaient être attachés à « Ouais, 95, Val d'Oise, Cergy... » Moi, je m'en foutais. Au contraire, je disais « Mais c'est moche, c'est la merde, vous savez qu'il faut qu'on parte. » Moi, j'étais sur le départ. Et tout le monde disait... Quand j'écoutais des rappeurs dire « Ouais, je changerai jamais, je quittais jamais mon quartier », je disais « Oh, mais si, il faut partir, là. Non, mais non, il faut partir, Jean-Jacques. » Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça me coûtait pas de dire « Ah, mais moi, rap de rue, non. » Pourtant, et je me targue pas de ça, hein, surtout à mon âge, c'est pas maintenant que je vais me targuer de ça. Plus galérien de la rue que moi, on ne peut pas faire pire, parce que dans mon parcours, du coup, je suis arrivé en France à mes 10 ans, j'ai quitté la rue, j'avais 25 ans, mais pas parce que c'est la précarité sociale qui m'a mis dans cette condition-là. Donc du coup, j'étais dans 93, 94, 80, j'ai fait toutes les cités HLM de France, parce que je me faisais expulser ou quoi que ce soit, mais je ne l'ai jamais pris comme un palmarès, parce que moi, je voulais me tirer, donc je disais non, je ne vais pas représenter ce drapeau-là. Et donc, ayant ce détachement, ma transgression à moi, c'était de dire rap d'amour. Mais après, comme je disais tout à l'heure, il y avait de la colère au début. C'était rap d'amour parce que je suis en colère. Parce qu'en fait, on s'en sort pas. J'aime pas l'image qu'on donne de nous. J'aime pas l'image qu'on apporte des gens comme moi. Ouais, t'as un blédard, t'as un truc et tout. Et c'est des choses qui m'ont affecté. Donc j'étais en rébellion contre ça. Et donc, je rendais pas beaucoup d'amour. C'est-à-dire que je rap d'amour, mais en conflit contre ceux dont j'avais peur, la peur encore une fois, ceux dont j'avais peur, ceux dont j'avais le sentiment qu'ils me haïssaient. Mais ça c'est plein de choses, ça pouvait être les médias, ça pouvait être certains partis politiques, souvent très à droite, ça pouvait être par rapport à d'autres rappeurs, dans nos rappeurs, mais beaucoup toujours dans un rapport de conflit, parce que pas d'apaisement, parce que pas d'amour, et parce que beaucoup de peur en vrai, parce que beaucoup de peur. Et tu me connais assez, et c'est bien que tu le dises, qu'on évoque ça, parce que, en fait, je crois que ça va dans le thème. Moi, finalement, ma carrière, elle a marché à un moment où j'ai renoncé à la peur. Parce que toi, tu le sais, et ce dont t'es témoin de ça, parce qu'il y a un moment, dans cette colère-là, j'étais salué par la critique, ceux qui aiment le rap et tout ça, là, c'était bien, ça se passait bien, mais j'arrivais pas à toucher un public significatif. Il y avait un truc qui allait pas. Et puis, en fait, à force que ça marche pas, j'ai commencé à perdre mon contrat en maison de disques, les radios voulaient pas entendre parler de moi et tout ça, là. Et à un moment, j'en ai fait une grosse déprime et j'ai voulu arrêter la musique. Et ce qui a fait le déclic, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Harry. J'ai renoncé à la peur. C'est-à-dire que je me suis dit, mais je sais c'est quoi qui va pas. C'est que quand je fais des disques, j'ai peur de la radio, j'ai peur de la maison de disques, j'ai peur de l'avis du public, j'ai peur de mes collègues rappeurs, j'ai peur de la réaction politique. Et donc je deal avec tout ça. En fait, j'ai l'intention d'amour, mais arrivé devant, j'arrange un peu le truc. Et ça allait pas. Et ça n'allait vraiment pas. Et j'avais tendance à mettre le problème sur les autres. Ouais, mais ça, lui, il me donne pas ma chance et tout. Mais en fait, j'étais le premier qui retenait les coups. Et il le sait parce qu'à l'époque, on se côtoyait de manière proche.
Et un jour, j'ai renoncé à la peur. Mais quand je dis j'ai renoncé à la peur, c'est concret. C'est-à-dire que ça peut paraître presque, quand je vais le dire là, ça peut paraître même, je sais pas, prophétique ou quoi que ce soit. Mon premier album qui a vraiment pop, c'était Noir Désir. À l'époque, c'était en 2012, où là, j'ai vraiment rencontré le succès public, commercial, artistique et tout ça, là. Les premières paroles de cet album-là, l'intro, je me rappelle encore quand je l'ai écrit, j'en étais ému aux larmes. J'ai écrit « Nouvel album, de l'amour dans les yeux, je peux pas craindre les hommes, ils pourraient se croire comparables à Dieu. » Et je sais ce que je veux dire. Parce qu'en fait, c'était une attestation de « je ne vais plus avoir peur ». J'atteste devant Dieu aujourd'hui que je n'aurai plus peur des gens, parce que j'avais peur des gens. Et à partir de là, ma vraie carrière commence. Et plus rien n'a jamais été pareil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux appeler des albums Amour Suprême. Parce qu'en fait, c'est ça dont je parlais tout à l'heure. J'ai décomplexé le processus. Parce qu'en vrai, avant, il était complexé. Mais ça résume un peu tout ce dont on a parlé. Ça a commencé par moi, en fait. Je pouvais parler, si je veux, pendant des heures des autres. Mais c'était moi qui avais un problème. C'était moi qui voulais formater des titres parce que je voulais que ça aille dans un sens. Et parce que, oh, mais ils vont dire que je suis trop étudiant et académique. Donc, oh, je vais rendre ma chanson un peu plus racaille, parce que voilà, ça... mais je composais avec tout ça. Mais non, de la peur. J'ai enlevé un peu d'amour, un peu au début, puis beaucoup, et en fait, finalement, il restait rien de moi. Et le bout de ce processus, c'est jusqu'à l'amour suprême, où là, je parle de Dieu, de ma meuf, de ma fille, de manière décomplexée. Les gens sont avec moi, mais c'est normal, ils sont avec moi. Parce que tout ce qui vient du cœur va au cœur, en fait. C'est aussi simple que ça. Ça paraît balourd, mais c'est la vérité. Et en fait, tu te caches de quoi? T'as peur, comme il disait Aimé Jacquet, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Peur, vous allez perdre. Et tu vois, en fait, je perdais parce que j'avais peur. Et en fait, depuis que je n'ai pas peur, je gagne. Si jamais les gens peuvent retenir ça de cette expérience-là, je sais pas ce que ça peut valoir, mais c'est magnifique. Mais merci Yous, parce que c'est l'expérimentation de ce qu'on dit depuis le début. Concrètement. Et les gens, il faut qu'ils se rendent compte que, alors, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est qu'on l'a compris, soit par l'expérience et la gamberge, soit par un travail, pour moi, qui est plus, j'ai envie de dire, théorique, plus intellectuel, plus académique, mais on aboutit aux mêmes conclusions. Oui. Et ce qu'on veut dire aux gens, c'est qu'en laissant parler l'amour qu'il y a en eux, ils vont réussir. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il n'y a pas de jugement sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde où cet amour, il ne s'exprime pas facilement, parce qu'encore une fois, comme on l'a dit depuis le début, c'est le résultat de l'évolution de l'espèce. La peur, elle est inscrite dans nos gènes. Et c'est normal, quelque part, qu'on soit victime de ça. Mais il faut prendre conscience que c'est pas ça qui va nous permettre forcément de réussir individuellement, même si certains y arrivent. Il faut dire les choses. Il y a certains qui arrivent aiguillés par la violence et par la peur. Mais il faut pas penser qu'on ne peut pas arriver par l'amour. Je pense qu'on y arrive encore mieux par l'amour, parce qu'au final, on est plus heureux quand on y arrive par l'amour que quand on arrive par la peur. Moi, j'aimerais pas être dans la tête de gens qui arrivent par la peur, et je pense qu'ils doivent même se méfier des gens qui sont autour d'eux, qui les suivent pour des raisons qui sont pas les bonnes. Et collectivement, ça nous mène à l'impasse, de réussir par la peur et par la violence. Donc, mettons-nous en tête qu'on peut réussir individuellement par l'amour, la preuve, ça marche, et que collectivement, c'est ça qui va nous mener à ce qu'on appelle aujourd'hui un paradis, dont on pense qu'il sera après la mort ou je ne sais où. Ça nous arrange bien de l'inventer d'après. Évidemment. Alors que ça c'est peut maintenant. Être ici, ça peut être maintenant. Et donc ça permet de déresponsabiliser un peu, c'est-à-dire du coup de légitimer la peur en disant oui, mais de toute façon ça sera après, etc. Non, vous avez les compétences. La nature, on va pas refaire des belles constatations métaphysiques comme on l'a fait, mais la nature, elle est abondante, elle est incroyable, quoi que ce soit. On a à disposition tous les armes, tous les outils pour s'élever. Ce n'est pas vrai que, oui, mais comme le monde est dur. Non, le monde n'est pas dur. On le rend dur. Oui, mais c'est un discours de bisounours. Non, c'est pas un discours de bisounours. On a plaqué sur ça le discours de bisounours pour le disqualifier. Ce n'est pas vrai. En fait, sur le plan métaphysique, la concrétisation et la réussite de ces envies, c'est lié à l'énergie que vous allez y mettre, à la qualité et à la quantité d'énergie que vous allez y mettre. Si vous êtes vous-même, si vous exprimez ce que vous êtes vraiment, la qualité d'énergie va être meilleure et vous allez plus réussir ce que vous voulez faire. Si vous faites les choses avec trop de paramètres qui vous détournent de vous-même et qui font que vous exprimez quelque chose qui n'est pas vous,
vous avez toutes les chances de végéter, de pas vraiment réussir. Et c'est ce que tu as expérimenté. On le paye à une étape, peut-être pas immédiate, peut-être de manière ajournée, mais on le paye à une étape. Moi, on le paye dans son environnement, on le paye dans son être. Il l'a super bien dit Harry, mais on le paye à un moment. Ça peut paraître simple comme ça, c'est un retour d'expérience réel. C'est-à-dire que ce dont on parle depuis tout à l'heure et tout ça, là, ça peut sembler théorique, parce qu'en fait, on est là aussi pour pas raconter nos vies. On raconte des idées, on transmet des idées. Mais c'est des ressentis. C'est-à-dire que, enfin, on n'est pas payé par une boîte de marketing qui s'appelle L'amour. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout, tu vois. Mais il se trouve que c'est quand même souvent ça qui nous a élevés. Souvent, dans les choix qu'on a faits, ceux qui nous ont apaisés, qui nous ont rendus heureux, quand même, c'est plutôt dans cette tendance-là. Donc, mentir aux gens en leur disant le contraire... Après, moi, je sais pas pour toi. Moi, j'ai eu la chance, dès l'enfance, d'avoir été baigné dans cet amour parce que j'ai des parents exceptionnels. Ouais. C'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Ah et non, parfois, tu pars de très loin. Moi, j'ai la chance d'être parti sur la ligne de départ et pas 200 mètres derrière. Ouais, mais tu l'as entretenu. Mais je l'ai entretenu, évidemment. Entretenu. Mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte les parcours de chacun, mais que chacun doit se rendre compte que néanmoins, c'est ça qui marche et c'est ça ce vers quoi il faut aller. Même si on l'a pas eu au départ, parce que y a des adultes qui comprennent pas ça. Ouais. Et des adultes qui se comportent pas guidés par l'amour. Ouais. Et ces adultes-là, ils font beaucoup de mal aux enfants, parce que c'est ça aussi l'éducation. Tout à l'heure, tu disais, est-ce que ça peut s'éduquer? Moi, je pense qu'il faut faire de la philosophie, et même une forme de métaphysique dont on pense que c'est forcément très compliqué et très élitiste. Moi, je pense qu'il faut faire ça à l'école. C'est ça. Moi, je Bien pense sûr. qu'il faut faire... On Bien fait sûr. de la philo à partir de la première. C'est stupide. Faisons de la philo adaptée. Mais dès le collège, pourquoi pas? Bien sûr. Je pense qu'il faut vraiment... dès le plus jeune âge, comprendre ces choses-là, parce que ça permet de mieux réussir sa vie, tout bêtement. Et je peux rajouter un truc très rapide, parce que c'est hyper pertinent, ce qu'il dit là. Je pense, ça, j'avoue, c'est une théorie, je ne peux pas dire que c'est une vérité gravée dans le marbre ou quoi que ce soit. Je pense que, et c'est pas naïf du tout, que les enfants, les êtres humains en tout cas, jeunes, ils ont une forme de lumière et de dynamique de bon sens que peut-être le monde qui les entoure et l'environnement et le monde des adultes déforment. Moi, je me souviens quand mon fils il était petit, dès qu'il y avait un choix cornélien ou qui s'approchait de la morale, de manière un peu aléatoire, je vais pas mentir, j'ai pas eu la vision, je l'ai appris nulle part, peut-être à l'instinct comme ça, il me disait, papa, j'ai vu ça, mais la dame ou le monsieur, c'était truc et tout. Et du coup, il était un peu en mode, papa, dis-moi un peu, aiguille-moi. Et je me rappelle, je lui disais, Malik, qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh ben, je te dis, j'étais subjugué par le bon sens de la démonstration de son argumentation, du fil de sa pensée. En fait, finalement, le fil de sa pensée était épuré. Pas juste parce que, oui, l'enfance est pure. Non, c'est parce qu'en fait, il tirait des choses qu'il trouve lumineuses et il excluait les choses qu'il trouve obscurcissantes. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, c'était limite un éclairage qui me revenait. C'est-à-dire, je me dis, finalement, c'est trop bien qu'il se le expliqué lui-même. Et je pense, alors c'est mon fils, c'est pas vrai, j'ai pas testé sur tous les enfants du monde, je pense pas que mon fils soit plus exceptionnel que les autres, mais c'est juste que je pense qu'il y a quand même, c'est quelque chose à visiter, je pense qu'il y a beaucoup de bon sens finalement chez les enfants, beaucoup de bon sens, beaucoup de choses qui finalement vont dans le fil de la nature et de ce que leur sensibilité dégage, plus que des fois les adultes qui pensent connaître un peu... vous allez voir ce que vous allez voir, moi je sais là où ça va ou quoi que ce soit, alors que peut-être qu'on est biaisé. Les enfants, ils ont plus tendance à exprimer l'amour Exactement. que les peurs, parce qu'ils sont peut-être pas conscients de choses qui pourraient ramener la peur par la suite. Jusqu'à ce que le cadre arrive sur leur tête. Voilà. Encore une fois, la peur, elle a des raisons, l'amour n'en a pas. Donc on est avec l'amour. C'est bien. La peur, elle a des raisons qui arrivent petit à petit et qui fait qu'on obscurcit, on rétrécit l'amour, parce qu'on a plein de raisons à travers nos vies, à travers parfois... la télé ou les médias, c'est même pas nos vies, comme je disais tout à l'heure, c'est des sentiments qui viennent nous assaillir, des peurs qui viennent nous assaillir, alors qu'elles ne nous concernent même pas directement. Et tout ça, effectivement, ça fait que voilà, cet amour que les enfants ils vont exprimer de façon naturelle, les adultes, c'est plus compliqué. En tout cas, c'est une démarche chez l'adulte. Ouais. C'est une démarche. Mais je te confirme que je dis régulièrement à mon fils que c'est lui mon père. Ouais. Donc je te confirme qu'il n'y a pas que ton fils qui subjugue. C'est des boussoles. Ouais. C'est des boussoles.
C'est hyper touchant en tout cas de vous entendre là-dessus. Ça me fait penser que dans le dernier épisode, il y a McTayer, Socrate, que tu connais, qui réalisait qu'il était un guerrier de la paix plutôt qu'un guerrier de la guerre. Donc j'ai l'impression qu'on a des guerriers de l'amour aujourd'hui. Exactement. Donc merci. Je veux aussi vous dire que si l'outil de la paix, c'est l'inspiration, vous êtes des sources d'inspiration, peut-être on ne vous le dit pas assez, moi je vous le dis parce que toi j'ai suivi de près et c'est vrai que je pense que tu nous as tous décomplexés dans le rap. Harry, en voyant ton parcours, effectivement je pense que ta mission en fait c'est d'éduquer à la paix ou à l'amour, je sais pas, mais quand je vois le titre de tes œuvres que je n'ai pas encore toutes lues, mais pour moi c'est clair, tu vois. Donc, il m'est arrivé un truc un peu particulier, je vais vous raconter en 40 secondes. J'étais au Sénégal en 2023. J'étais invité par une association sur l'île de Gorée pour faire une cérémonie qui s'appelle The Return, où on ferme la porte des esclaves là, qui donne sur l'océan, la porte du non-retour, hein, exactement. Et il y avait une cérémonie qui s'appelle le Ndop, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une cérémonie sénégalaise, rituelle sénégalaise, et il y avait un maître de cérémonie. Et cette personne, elle invoque les djinns du coin, donc les esprits de ce coin, parce qu'il y a des esprits par région, il invoque les djinns. Et ce type, il parlait en Wolof, il parlait pas en français, et je pense qu'il ne me connaissait pas. Et la dame qui organisait ça me traduisait ce qu'il disait. Et le monsieur dit, les esprits me disent de le baptiser, en me montrant moi, de le baptiser le messager. Là, j'étais quand même scotché parce qu'il ne sait pas que je suis journaliste, il ne sait pas que mon métier c'est de passer des messages, et il ne savait pas que j'écrivais des bouquins de métaphysique pour faire passer encore une fois des messages. Bah, moi, j'ai pris ça comme une confirmation, effectivement, que ça fait partie de ma mission, comme tu dis. Est-ce que c'est quelque chose qui te met la pression, toi ? Non. Ça ne me met pas la pression, mais ça me conforte dans le fait que ce que je fais depuis maintenant quelques années, c'est-à-dire écrire ce genre de livre, de philosophie, ça fait partie de ma mission de vie, et donc je le fais avec sans doute encore plus d'ardeur. Ouais. Bah, mission accomplie. C'est accompli en partie. Adjila ? Non, ça fait sens parce qu'en plus tu parlais tout à l'heure du fait que tu tendais vers l'exemplarité, mais que tu voulais pas en tout cas être cette incarnation-là. Donc du coup, ça fait sens de dire que tu ressens pas cette pression-là. Et tu le fais vraiment par passion et par amour. Ouais, donc ça se ressent. Clairement. Alors, il y a une question un peu qu'on pose en tout cas à tous nos invités, et qui est... qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui façonne votre regard, votre vision de l'amour aujourd'hui, et que ce soit par vos lectures, vos rencontres, vos expériences. Est-ce que ça vous a appris quelque chose ? Qu'est-ce qui nourrit votre manière d'aimer ? Voilà. Oh, waouh. Ça peut varier. Ça peut vraiment être quelque chose de très varié. Parce que tu parles beaucoup d'inspiration. Oui. Récemment, j'ai vu, peut-être dans mon prochain album, ça va je vais le sampler, ce truc-là. Et du coup, je vais avoir l'occasion de le dire ici. En fait, c'était pendant les municipales récemment qu'il y a eu et tout. Tu sais, voilà, il y a les chaînes d'infos en continu, il y a les reportages et tout ça, là. Et il y a un truc, peut-être vous l'avez vu passer, je crois que je vais sûrement mal le rapporter, mais on interroge une dame blanche d'un certain âge, etc., dans une cité de Marseille, et elle explique pourquoi elle vote extrême droite, et elle dit, mais parce que ça va pas, et tout ça, et tout. Et voilà, toutes les raisons que vous pouvez imaginer, et tout. Et en fait, pendant qu'on lui fait le micro-trottoir et tout ça, là, il y a la vie autour d'elle, dans son quartier, qui se passe et tout. Donc, il y a des personnes hors champ et tout ça. Là. Pendant qu'elle explique tout ça, là, je crois qu'elle dit, alors je sais plus comment il s'appelle le petit, s'il s'appelle Farid ou Mourad, etc. Et elle réagit, ça va Mourad et tout. Mais moi, je sais, alors peut-être que je me trompe, en vrai, en fait, finalement, peut-être ça résume même ce dont on a parlé. C'est-à-dire que ce qu'elle disait au micro, au micro-trottoir, là, c'était sa peur. Enfin, du coup, c'était des inepties comme ça. J'avais l'impression de retrouver même des éléments de langage que je retrouve dans des plateaux. Ça veut tout dire et rien dire. Mais peut-être que je me trompe, hein, et voilà, et je m'en excuse. Mais par contre, j'ai senti une bienveillance et de l'amour direct pour le petit, parce que c'est le petit de son quartier. Et que si jamais un jour, peut-être cette dame, on lui disait, en fait, quand les Arabes, ils vont dégager, lui aussi, il va dégager, il va dire, non, lui, pas lui. non, mais lui, c'est pas pareil. Si. Et en fait,
c'est ça en fait. Le rap, moi, c'est des choses comme ça. Pourquoi j'ai eu envie de le sampler? Parce que je me dis, mais ça, c'est des preuves d'amour. Mais elle ne le sait même pas. Elle sait même pas que ce qu'elle est en train de dire, c'est une dinguerie. Ce qu'elle est en train de dire à la caméra pour le micro-trottoir, et au fait, la forme d'amour, rien que dans le ton de la voix qu'elle a pris, comment ça s'est adapté, et ça se voit qu'elle est familière de ce petit, qu'elle le connaît, qui se taquine, que voilà, qu'elle doit le réprimander des fois, et que lui aussi, sans doute, peut-être que je fais l'histoire qui va avec, mais c'est l'amour dans les interstices, tu vois, c'est l'amour qui traverse les failles comme ça, là, c'est beau, mais c'est compliqué. Mais moi, j'ai vu un moment d'amour, quand elle a appelé le petit, ça éteignait tout son discours qu'elle avait fait avant, dont justement, qui est beaucoup motivé par la peur dont il parle en permanence, dont on a parlé en permanence ce soir, Harry et moi, en fait. Et ça, c'est des preuves d'amour qui m'inspirent ces derniers temps. Trop bien. Merci. Moi aussi, dans ma vie quotidienne, évidemment, l'amour prend des formes nouvelles, et c'est ça qui est génial dans la vie, c'est que tout au long de sa vie, on est confronté à différentes situations qui nous font expérimenter l'amour de façon différente. Et donc, c'est vrai que ce sont des choses que je vis avec ma compagne, alors avec mes enfants évidemment, avec ma compagne, avec la fille de ma compagne, qui est effectivement une adoption d'amour à laquelle j'avais jamais été confronté, parce que jusqu'à présent, moi j'ai grandi avec mes enfants biologiques. Puis là, je fais rentrer dans cette fratrie une petite qui n'est pas ma fille biologique, mais c'est tout comme finalement. Et donc c'est une nouvelle façon d'appréhender l'amour et son côté protéiforme et son côté enveloppant, et qui peut ramener des gens dont on pense qu'il n'y a pas de lien naturel. Bah si, notre nature, c'est justement cet amour. Et puis, il y a aussi l'acquisition spirituelle. Et là, moi, je veux dire un truc. On a aujourd'hui une adoption très identitaire de la religion. On fait de la religion une couche identitaire qui nous sépare des gens qui ont une autre religion comme couche identitaire. C'est une hérésie, c'est une stupidité sans nom. Parce que tous les fondements religieux s'appuient sur les mêmes vérités. Et là, je découvre, et c'est marrant parce qu'à chacun de mes bouquins, j'ai découvert, après avoir écrit, des choses qui disaient exactement la même chose, avec des mots différents, mais qui disaient le même fondement que mes bouquins, et qui avaient été écrits, mais il y a très 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 longtemps. Peut-être on va parler de ce livre aussi, peut-être, mais qui ont été écrits il y a très 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 longtemps. Et là, sur le dernier, L'amour malgré la peur, alors avec un pote, on s'appelle Lao Tse. Je l'appelle Frangin Tse, il m'appelle Frangin Lao. Mais en vrai, je connaissais pas vraiment Lao Tse. Et je connaissais pas le Tao Te Ching. Ouais. Je découvre le Tao Te Ching. Et c'est un truc de dingue. C'est exactement ce qui est écrit dans mon bouquin. C'est une métaphysique et une philosophie, mais absolument incroyable. Et je me découvre hyper proche de cette pensée philosophique qui a accouché d'une religion en Chine, enfin en tout cas en Asie, alors que je connaissais pas. Et j'aurais très bien pu être taoïste. Et je pense que je suis peut-être dans l'écrit plus proche du Tao que de la Bible, alors que je suis catholique. Donc je pense qu'il faut vraiment ouvrir ses chakras, comme on dit, et pas s'enfermer dans une identité religieuse où on pense que c'est cette religion qui dit la vérité et que les autres, elles disent des mensonges. C'est pas vrai du tout. C'est une erreur absolue. Donc l'amour, c'est aussi adopter plein de façons de penser différentes, des cultures différentes, des relations à Dieu, à l'entité créatrice différente. Le fondement, c'est le même. Trop bien. Le livre de la voix et de la vertu, il s'appelle en français, je dis pour ceux qui vont le chercher, le Tao Te Ching ou le livre de la voix et de la vertu. Angela, tu voulais... Le but de cette question, c'était aussi peut-être de partager des œuvres, des personnes. Alors, moi, j'avais quelque chose à partager avec vous parce que je suis une aficionada de poèmes mystiques. Ok. Il en faut. J'aime beaucoup en fait la musique et à travers la musique et notamment du coup le répertoire oriental, on découvre en fait des pépites. Et aujourd'hui, je voulais vous lire en tout cas un petit extrait de ce poète qu'on appelle Hafez Shirazi, donc un grand poète du XIVe siècle persan. Il a fait partie en fait de l'ère d'or, en tout cas l'ère de la connaissance persane, lui et Omar Khayyam. Et en tout cas, ce poème, disons qu'il rentre parfaitement dans le thème d'aujourd'hui. Alors c'est juste un petit extrait, je voulais juste vous le lire. Que la lumière de l'amour embrasse ton cœur et ton âme,
Et toi, tu deviendras meilleur que le soleil dans le ciel bleu. Plonge-toi donc, comme un éclair, dans l'océan même de Dieu, sans penser qu'à l'eau de cette mer, tu puisses mouiller un cheveu. Tu seras, de la tête aux pieds, baigné de divine lumière. Tourne-toi vers sa majesté, avec un cœur humble et sincère. Si tout ce que tu vois est la face de Dieu, tu seras l'un de ceux dont le regard profond est pieux. Si les fondements de ta vie s'écroulent sans dessus-dessous, ne t'inquiète pas par le fait que tu es sans dessus-dessous. Voilà. Merci Adja, c'est trop beau. Merci beaucoup. Et ben, moi, je suis tombé sur une citation dans un livre que je lisais ce matin, qui tombait à pic. C'est un livre qui s'appelle L'homme vibratoire, d'un homme qui s'appelle Guy Longchamp. Donc, il dit « Rencontrer en pleine conscience cette peur profonde et la mort qui la chevauche est un instant majeur de l'existence. Vaincre cette déchirure en gardant les yeux et le cœur ouverts, c'est révéler l'amour qui pense toutes les blessures et gomme toutes les différences. » Eh ben, disons, je vais pas repartir d'ici. Il a parlé, non? Magnifique. En fait, il y avait tous les termes en peu de mots. que je pensais qu'on allait aborder, tu vois. Donc, merci, Guy. Les plus forts, c'est avoir des mots simples. Toi, tu as écrit, c'est le plus dur. Dire des choses épaisses avec des mots fins. Mais c'est toucher les anges quand on y parvient. C'est toucher les anges. C'est ce moment d'écriture-là. Donc j'en vis et je suis un peu jaloux de tous ceux qui y arrivent parce que j'ai l'impression. En matière d'écriture, franchement, tu te poses là, mon ami. Mais c'est des sources d'inspi. Ouais, c'est des sources d'inspi, mais tu sais, on dit les rappeurs s'écoutent pas entre eux, ils se surveillent. Donc là, je surveille. On va te donner les refs. Je vais aller repasser par là-bas. Mais le bien fait pas de bruit, le bruit fait pas de bien. Je pense que tu peux. C'est ta cam. Je peux tirer tout un album dessus. Non, mais faut pas me chauffer. Je suis chaud en ce moment. Donc, on va finir par la petite météo. Ah non, tu voulais dire. Peut-être dernière petite question. Vas-y, pardon. Si tu te souviens. La question vraiment de clôture qui est qu'aimeriez-vous que les gens osent faire par amour après cet épisode? Oh, waouh. Je laisse Harry commencer. Depuis tout à l'heure, je commence à... Bien sûr. Non, mais je pense qu'il faudrait qu'ils assument davantage l'amour, qu'ils entrent en tout cas dans cette démarche. La première chose, c'est de se rendre compte d'eux. C'est pas forcément demain d'être un saint. Et c'est tout un cheminement, une vie. Et l'objectif, c'est d'approcher, d'être la meilleure version de soi-même. C'est ce qu'on dit de façon instinctive. Mais la première chose, c'est déjà de se rendre compte qu'il y a un changement à opérer. Et donc j'espère, après nous avoir écoutés, qu'ils accorderont un peu de crédit au fait qu'on leur dise que il ne faut pas avoir honte d'aimer, en fait. N'ayez pas honte d'aimer. Donc, si vous rentrez dans cette démarche-là, voilà, je pense qu'on aura réussi notre mission avec vous ce soir. Trop bien. Merci. Je vais aller un peu dans le prolongement de Harry. Et c'est un peu la thématique, amour suprême, ça va dans ce sens-là. C'est l'amour inconditionnel existe. C'est-à-dire qu'il n'est pas facile ni abordable par rapport aux conditions sociales et culturelles dans lesquelles on vit, mais il existe. Et qu'est-ce que j'appelle l'amour inconditionnel? C'est l'amour qui se donne sans rien entendre en retour, mais qui s'assume en tant qu'amour qui est généreux. C'est-à-dire que je suis là, je sais pas, j'aime, je prends soin et demain, une contrariété se passe. Ouais, mais quand même avec tout l'amour que j'ai donné. Non, au moment où je le donne, il est déjà performatif. Je me satisfais du fait de donner de l'amour. Ça a l'air comme ça dans une époque d'échange. Et attention, je dis ça, moi-même, je suis le plus contrarié du monde et tout. Ça a l'air comme ça un peu au-dessus des forces de tout le monde de dire ça, mais il existe. Et au fait, les livres saints l'apprennent. Certaines œuvres poétiques l'apprennent, le transmettent. Et en fait, si jamais quelqu'un ou quelqu'une a la chance de s'en approcher, en fait, je leur souhaite, moi je me bats, je vais pas mentir, j'ai pas encore touché du doigt, mais j'essaie de m'en approcher. Que cet amour conditionnel-là, c'est j'aime un être, j'aime une cause, et peut-être que cette cause me le rendra pas, mais la performance d'élévation, je la prends en le diffusant.
C'est souvent, pour vous donner l'exemple de ça, je dis de manière triviale à mon entourage pour qu'ils le comprennent, c'est hyper trivial. Je dis, rappelle-toi, souvent on a déjà tous eu ce truc-là où, par exemple, un SDF vient nous demander une pièce et tu lui dis, ouais, je te la donne, mais c'est pas pour boire. Non, il fait ce qu'il veut. Et vit avec ça. Ou alors lui donne pas. Donne la pièce et si jamais, désolé, s'il veut prendre de la coke avec, c'est lui et lui. Mais en fait, toi, tu fais ta part et tu conditionnes pas ton amour. C'est ça qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et en fait, qu'on puisse travailler pour s'en approcher. J'ai pas dit que c'est facile, surtout dans la société polarisée, conflictuelle, de règlement de compte, où on est pressé d'avoir raison. C'est pas facile de l'appliquer, hein, je le dis comme ça, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de théorique. C'est quelque chose qui peut être un phare. Voilà. Quand tu sèmes de l'amour, tu reçois de l'amour. Pas forcément à la personne à laquelle tu l'as donné, à laquelle tu l'as consacré, Destiné, et tu vas en recevoir par ailleurs. Quand tu sèmes de la peur, de la haine, de la violence, tu vas en recevoir aussi de la même façon, pas forcément de la part de la personne qui a été ciblée, mais ça va te revenir d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, il faut donner de l'amour sans attendre que la personne ou que voilà, que la restitue de façon immédiate, et que ça reviendra d'une autre façon. Ouais. Merci. Merci On beaucoup. arrive à la fin. Donc on va faire rituellement notre météo du cercle en vous demandant qu'est-ce que vous avez vécu entre le moment où vous êtes rentré et le moment où vous sortez de l'émission. Bah, moi, j'ai parlé, mais ce que j'ai dit, je l'avais déjà quelque part dans mon esprit, mais j'ai surtout écouté, j'ai surtout entendu, et tout ça m'a nourri. Donc, je ressors forcément un peu différent. C'est ça l'intérêt de la relation. Quand je dis qu'on est fait pour la relation, c'est parce que la relation, elle nous nourrit. Voilà. Et donc, Elle nous grandit. et j'espère que les gens qui nous ont écoutés se sont aussi nourris de ce qu'on a échangé tous les quatre. Ouais. J'espère. Moi, un peu comme Harry, ça a peut-être resurligné des choses, un peu comme Midi, Harry. Resurligné des choses que j'avais en moi, mais que des fois, finalement, avec les vies qu'on a, deviennent un peu floues. Et en fait, là, tu dis, ah oui, c'est vrai que ça existe. Quand on évoquait tout à l'heure l'époque de Noir Désir, etc. Ce rapport aussi entre la peur et l'amour que pendant longtemps j'avais identifié et que maintenant, allez, sans faire le mec parvenu, mais j'étais un peu passé au-dessus et peut-être que j'avais un peu négligé. Là, en échangeant par exemple avec Harry ses retours autour de la peur, je dis ah oui quand même, la peur peut rester un danger permanent quand même, etc. Et il faut des fois l'anticiper pour mieux la combattre, même auprès de nos proches et tout ça, là, parce que il fut une époque où à un moment, une fois que moi je l'avais entre guillemets apprivoisé, je commençais à la voir chez les autres. Je commençais à voir que c'est leur moteur. Et c'est compliqué de la désamorcer chez les autres sans passer pour un moralisateur un peu pédant, un peu suffisant. Donc voilà, on semble avoir un air un peu supérieur et tout. Donc peut-être que c'est ça qui m'avait fait un peu, pas renoncer, mais j'étais un peu passé à autre chose. Mais là, ça m'a remis un peu dedans. Et ça va me permettre d'être un peu plus vigilant grâce à Dr Roselmack. Merci. Non, il y a une nécessité aujourd'hui. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais, vraiment. Adjila, ta météo. Très reconnaissante. Vraiment, beaucoup de gratitude d'avoir passé un si bon moment avec vous deux et d'avoir parlé en plus de ce sujet. Parce que j'en suis passionnée. Non, et puis c'est notre muse à tous et à toutes. L'amour, c'est la raison pour laquelle on est tous ici. On est le produit de l'amour. Donc, non, vraiment très heureuse. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Adjila. Moi, pour ma part, je suis obligé de témoigner quand même que d'organiser ces podcasts, c'est pas toujours facile. C'est compliqué. Ça met du temps, des fois plus longtemps que ce qu'on voudrait. Les emplois du temps. Mais en vrai, j'ai toujours l'impression que ça arrive à un moment où le thème qu'on aborde, soit dans ma vie personnelle, soit dans l'actualité, en fait, c'est ce moment-là qui est choisi et ça arrive. Donc voilà, j'en témoigne auprès de tous, parce que vraiment, on a l'impression du coup d'être un outil et de rien décider du tout. Il y a un proverbe qui dit « l'homme fait des plans et Dieu rit ».
Donc, c'est un peu ce que je ressens. Voilà, pour ma part. Et ben, on va peut-être faire les 10 secondes de silence. Oui, c'est ça. On vous propose de clôturer du coup ce cercle d'échange, comme on l'a commencé, avec un instant de silence. Merci beaucoup. Merci à vous deux, Youssoufa, Harry. Merci beaucoup pour ce moment, pour cette conversation rare et précieuse. Merci à vous qui nous avez accompagnés jusqu'ici. Ce qu'on a traversé ensemble aujourd'hui nous rappelle une vérité simple mais essentielle. La paix ne vient pas de l'extérieur, elle naît là où l'amour prend racine, en soi. Aimer véritablement est un acte de courage, c'est choisir la lumière là où la peur cherche à s'installer. Alors souvenez-vous, la paix est en chacun de nous. Laissez l'amour vous y conduire et laissez-le rayonner autour de vous. On vous laisse avec ces mots merveilleux de Hafez de Shiraz. Celui-là ne mourra jamais, dont le cœur ne vit que d'amour. Que la paix soit avec vous, en vous et autour de vous. À bientôt. Merci. Merci. Mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment? Chez moi ça va. Mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment?